Du coup, Stéphane, si vous voulez prendre la main. C'est bon. Merci Vincent. Bonjour à tous. Je vais... Excusez-moi, Marcel. Stéphane Martins, je travaille à la direction développement durable du groupe Eiffage et je vais co-présenter avec Cécile Daval de Forésienne, une des filiales du groupe qui fait du génie écologique, les techniques de criblage et concassage de la renouée du Japon, donc une espèce que vous avez sans doute entendu parler. Donc je laisse la parole à Cécile d'ailleurs pour présenter Forésienne. Tu n'as pas ton micro activé, Forésienne. C'est Cécile. Pardon. Bonjour, Cécile Daval de Forésienne. Je suis référente génie écologique. Donc, comme l'a dit Stéphane, on est un établissement d'Eiffage. Donc, notre principal métier, c'est quand même de faire du terrassement, de l'assainissement et des travaux en montagne, du minage et de la dépollution et plus récemment, du coup, du génie écologique. Donc, nos travaux de génie écologique, c'est essentiellement de la restauration, de la renaturation de cours d'eau, de l'effacement de seuil par le rétablissement des continuités écologiques, de l'aménagement de passages faune, des traitements des espèces invasives, ce qui est le thème aujourd'hui, et de la création d'habitats comme les mares, des hibernaculums pour des espèces un peu protégées. Donc, Forésienne, on rayonne essentiellement sur le sud de la France. Donc, on a 5 agences, une basée à Saint-Étienne et Lyon, une Massif Central Poitou-Charentes qui est à Landes, à côté de Clermont-Ferrand et à Limoges, une agence dans le sud-ouest à Toulouse, une agence vers Chambéry, Alpes-Savoie et une agence sud à Vitrolles. Donc, sur ces 5 agences, on a obtenu la qualification Calister sur 3 agences de Forésienne. Donc, ces qualifications sont toutes récentes. Depuis janvier, on a échelonné ces qualifications. Et on en est assez fiers. Alors, pour entrer dans le vif du sujet sur la renouée asiatique, donc l'origine, c'est une espèce qui a été importée du coup au 19e siècle aux Pays-Bas. Donc, à la base, elle a été commercialisée d'une manière un peu ornementale, puisqu'elle pousse assez vite et elle est quand même assez jolie, et commercialisée pour ses vertus thérapeutiques. Pour l'anecdote, elle est comestible. Les jeunes pousses, les petits bourgeons, on peut les éplucher comme de la rhubarbe, mais en fait, apparemment, c'est pas mauvais. On fait des bonnes tartes avec. En France, on a la Renouitria japonica, donc l'espèce originaire, la première qui a été importée. Euh, on a aussi la Sacchalinensis qui est arrivée un petit peu plus tard, et l'hybride des deux, donc la Renouitria X bohemica, euh, qui est du coup les 3 espèces qu'on peut retrouver en France. Donc, comme je disais, elle vient d'Asie. Elle prolifère principalement par bouturage. Donc, on peut voir justement un rhizome en bas à droite. On peut voir la taille du rhizome, c'est assez conséquent. Et c'est une croissance très rapide, avec une diffusion principalement par les cours d'eau et les remblais à partir de ces rhizomes, justement. On a aussi une prolifération à partir des graines, un petit peu moins courante, notamment parce que la japonica, c'est un individu femelle qui ne peut pas du coup se reproduire de manière sexuée. Alors, l'envahissante. Le petit schéma que vous voyez sur la droite, c'est Mireille Boyer, ici présente d'ailleurs, qui l'a rajouté au centre de ressources envahissantes. Donc, je me permets de le réutiliser ici justement pour montrer la valorisation de ce qu'on retrouve sur ce centre de ressources. Donc, comme je le disais, c'est une plante herbacée qui fait de 2 à 4 mètres. Donc, c'est quand même des forêts assez hautes, assez denses et qui vont faire justement l'ombre et avoir beaucoup de biomasse aérienne. À partir d'un tout petit morceau de rhizome, c'est-à-dire un morceau de 2 cm, on peut avoir en fait une plante entière qui va pousser à partir de ça. Ce qu'on peut voir en fait sur le schéma justement sur la droite, c'est que les rhizomes vont à peu près jusqu'à 1 mètre de profondeur et peuvent s'étendre entre 2 et 3 mètres de large. Donc en fait, c'est les rhizomes principalement qui vont participer à la propagation en fait de l'espèce. Et quand on la gère, il faut toujours penser qu'on ne va pas enlever que les parties aériennes, mais aussi toute cette biomasse souterraine, donc c'est 2 mètres de large et 1 mètre de profondeur, pour pouvoir justement procéder à une éradication efficace. À savoir que du coup, les racines, elles peuvent aller encore plus profondément, jusqu'à 7 mètres de profondeur, mais qu'elles ne bouturent pas. Pour le contexte du chantier, je laisse Cécile. Donc, nous, on a eu à traiter
tout un massif de renouée du Japon sur un chantier de renaturation de la rive gauche de la rivière Allier. Donc, c'est un chantier qui a été très récent, qui a commencé fin août 2022. Ce chantier, il rentre dans le cadre d'une mise en valeur urbaine et touristique de l'Allier sur la commune de Saint-Yor, à proximité de Vichy. Et c'est aussi dans le cadre d'un projet d'agglomération globale qui est géré par la communauté d'agglomération de Vichy Communauté. Il y a eu déjà d'autres projets qui ont été réalisés en 2017-2018 sur les berges de l'Allier de Vichy. C'est les photos qui sont représentées juste en dessous. Donc, c'est tout vraiment un contexte global de mise en valeur environnementale de l'Allier. Donc, le chantier donc, de Saint-Yor, il était donc sur la rivière Allier, qui est une rivière située en zone Natura 2000, qui est très active, qui méandre et qui érode beaucoup. On avait pas mal d'espèces protégées à éviter, que ce soit de la flore ou de la faune. Interdiction d'accéder aux bras morts dans l'Allier. Et on a une colonisation très importante sur l'Allier par la renouée du Japon. Donc, c'est l'objet de notre présentation aujourd'hui. Et l'objectif, c'était de renaturer tout ça pour favoriser la biodiversité et gérer les crues avec du retalutage de berges et du génie végétal associé sur une distance. Donc voilà, on avait, alors le massif, il représentait environ 2300 mètres cubes à traiter, donc on descendait d'1 mètre maximum, et on avait une plateforme de stockage et de traitement pour pouvoir mettre nos ateliers de criblage concassage, et avec assez forte, une bonne contrainte, parce qu'il y avait beaucoup de coactivité. On a un pont juste en aval, là que vous pouvez voir sur la photo de gauche, qui était complètement en restauration, plus d'autres lots où ils traitaient de manière paysagère la nouvelle base de loisirs pour l'intégrer complètement dans le projet. Voilà. Donc là, c'est un peu l'état des lieux, quelques photos, donc le pont en construction dont je vous parlais, et toutes les berges où c'est entouré, où on voit tous les massifs de renouée. Donc sur une surface de 2300 mètres carrés. En pied, là, c'est un banc de sable qui est existant. Vas-y, Stéphane. Pour parler gestion ou éradication, la première étape, c'est la sensibilisation. Gérer des envahissantes sans sensibilisation, sans compréhension du sujet et l'importance, en fait, j'allais dire presque la dangerosité de ces envahissantes, on risque vraiment de louper un coche. Donc, avant de commencer justement tout ce chantier d'éradication, en l'occurrence, il y a eu une grosse sensibilisation du personnel qui a été fait. Donc, il y avait de l'affichage, on vous en présente une là à droite. On avait une fiche de reconnaissance spécifique de la renouée pour que toutes les personnes travaillant sur le chantier et les différents corps de métier travaillant sur le chantier puissent la reconnaître. La sensibilisation justement aux travaux spécifiques d'éradication qu'on présente juste après, un peu plus dans le détail, pour comprendre vraiment étape par étape ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire aussi. La sensibilisation plus globale au risque des plantes envahissantes, parce que la renouée, en l'occurrence, c'est un problème parce qu'elle va juste se développer très rapidement et un peu partout, et elle est très résiliente, mais il y a d'autres espèces envahissantes qui vont être allergisantes, qui vont pouvoir faire des brûlures de la peau ou autre. Donc, l'important aussi sur la renouée, c'est vraiment du coup cette notion de risque de dissémination, de leur expliquer que le moindre petit fragment de 2 cm qui est resté sous une botte et qu'on ramène dans un autre chantier peut recréer une autre station et donc participer à la prolifération de cette espèce envahissante. Donc du coup, la méthodologie qu'on a appliquée sur ce chantier a été dictée par les choix du maître d'œuvre et puis de la maîtrise d'œuvre. Donc dans un premier temps, on a identifié, cartographié et piqueté vraiment les zones qui nous concernaient et délimité celles qui étaient aussi à l'extérieur de nos emprises chantier pour éviter d'aller circuler dedans. Donc la première étape, ça a été de gérer les parties aériennes séparément des débris contaminés. Donc on a opéré par une coupe manuelle qui était assez rase à l'aide d'un taille-haie.
ça permet aussi de diminuer les cubages à cribler, de séparer les parties aériennes des matériaux et de mieux visualiser la zone de travail quand on a vraiment une invasion importante. Ces parties aériennes, on les a mis dans des big bags fermés qui ont été stockés sur une aire spécifique pour les faire sécher et donc diminuer le poids pour après pouvoir les évacuer en filière agréée. Donc, l'étape suivante, ça a été de déblayer les terres et les matériaux qui ont été contaminés par la renouée, donc sur environ 1 mètre à 1,50 m de profondeur, de cribler ces déblais et les concasser. Et après, on a fait un suivi visuel qui continue encore et on a géré les repousses du chantier sur la plateforme et sur le chantier en lui-même. Et on va le faire encore pendant quelques temps. Donc vraiment, pour la partie criblage concassage, donc comme je vous disais tout à l'heure, on a décaissé nos matériaux sur une hauteur de 1,50 m maximum. Ça s'est fait conjointement avec le maître d'œuvre visuellement sur des zones. En général, on était à peu près à 1 mètre parce qu'on devait respecter une cote maximale de berge. Mais il y a des endroits où il a fallu descendre un petit peu plus parce qu'on a pu constater qu'il restait quelques rhizomes. Donc, ces matériaux, après, ils ont été évacués sur notre zone de criblage qui, pour le coup, était quand même à proximité du chantier de déblai. Ensuite, on a criblé tous les matériaux avec une maille de 0,12 et on les a réutilisés. Ces matériaux criblés, une fois qu'ils sont criblés, on considère qu'ils sont sains. Donc, on a pu les réutiliser sur site pour renapper. Sinon, les excédents seront réinjectés dans l'allier. Après, il y a du refus de criblage, comme à chaque fois. Donc, on a concassé ce refus de criblage pour obtenir un 0,10 mm. Et une fois que ces matériaux sont concassés, les rhizomes sont neutralisés et on peut à nouveau réutiliser les matériaux sur site ou, pareil, les réinjecter dans l'allier. Il y a quand même quelques refus, hein, donc quand il y a des matériaux un peu gros ou des grosses branches qu'on ne peut pas, après le concassage, pardon. Donc quand on ne peut pas les réutiliser, on a fait un tri et ces matériaux de refus ont été envoyés en centre agréé. Voilà. Donc là, c'est les opérations de déblai qui ont été réalisées donc, le long de la berge. Et depuis le haut de berge, à aucun moment on est descendu dans le cours d'eau de l'Allier. Sur la droite, vous avez le cribleur concasseur qui est en fonctionnement. Enfin, là, c'est plutôt le crible, avec sur la gauche les matériaux sains et sur la droite toute la partie qui partait en concassage. Donc là, c'est quelques jours plus tard, 10 jours plus tard, où ça montre un peu les volumes de matériaux qu'on avait sur notre site qui étaient un peu contraints. Et l'avancée du chantier. Donc, je donne quelques chiffres concernant la méthode vraiment de criblage concassage. Donc, il y a eu 4500 tonnes de matériaux qui ont été criblés, 1200 tonnes concassées. On avait un rendement de 500 à 600 tonnes par jour parce qu'on avait des matériaux qui s'y prêtaient pas trop mal et qu'on a eu des conditions favorables pour pouvoir les cribler. Il faut vraiment, pour le criblage concassage, il faut compter entre 15 à 25 € la tonne. Donc, après toutes ces opérations de déblai, on a des précautions, enfin de déblai et de traitement de la renouée, on a des précautions à prendre. Donc, on lave les engins sur des zones qui sont bien identifiées, qu'on a étanchées avec des géotextiles. Alors, on peut les laver soit avec des jets haute pression, soit avec des compresseurs. Après, on ramasse manuellement tous les bouts de rhizome qu'on peut voir dans les chenilles ou sur la plateforme. Et après, sur l'ensemble du chantier, on a une gestion et un suivi des repousses pendant 3 ans. En sachant que la première année, le suivi des repousses, c'est pas une fois par an. C'est vraiment, on y va régulièrement pour pouvoir voir ce qui repousse. Ce qui est intéressant, du coup, c'est de se dire quand même aussi que ce suivi, cette gestion pendant 3 ans a été intégré
dès le début du marché. Dans le marché, c'était 3 ans de suivi pour la gestion des repousses de renouée. Et en effet, il y avait une question un peu plus tôt qui disait que voilà, les MOA, souvent, ils s'arrêtaient sur l'année de chantier. Là, en l'occurrence, on avait un MOA qui avait bien pris en compte cette gestion. Donc, sur 3 ans, il y a vraiment cette gestion des repousses. Donc ça, c'est les premiers résultats qu'on a pu observer. Donc, c'était assez satisfaisant. Donc, il y a quand même des limites à tout. Sur l'opération de criblage-cassage, la limite, c'est le criblage, c'est vraiment dépendant du type de matériau et des conditions météorologiques. Donc, selon ces conditions et les matériaux, on a forcément, on sait que sur un matériau sableux et sec, tout va bien se passer. Sur un matériau argileux, humide, on ne va pas pouvoir cribler. Donc, on aura trop de bourrage. Ce ne sera pas optimal comme méthode. Donc là, ça s'est très bien prêté parce qu'on était dans un milieu alluvionnaire avec des matériaux bien sableux. Donc, tout s'est bien passé. Après, il faut faire aussi attention à la maille du crible parce qu'en fonction de la taille des rhizomes ou des repousses qu'on constate, il y a des erreurs de crible forcément. S'ils tombent verticalement dans le crible, malheureusement, on pourra mettre la maille la plus fine possible. On aura quand même des erreurs et on aura des passages dans ce crible. Donc, les repousses, elles sont à surveiller régulièrement. Là, on a vu, du coup, petit à petit, on a eu des repousses. Donc, vous les voyez sur la droite, c'est le type de repousse qu'on a eu. Donc, vraiment, à la fin du chantier, pendant une certaine période, il faut repasser très régulièrement et arracher toutes ces petites repousses. Il faut jusqu'à, en tout cas, la mise en concurrence avec d'autres espèces. Comme je vous l'ai dit, il y avait aussi... suivant les opérations de gestion, on avait du génie végétal avec du génie végétal classique avec des membranes, avec de l'ensemencement, avec la mise en place de boutures, de lits de plants et plançons. Et tant que tout ça n'est pas mis en place et ne commence pas à pousser, il faut vraiment surveiller toutes les repousses et les enlever une par une. Donc ça, c'est à prendre en compte vraiment aussi dès le démarrage, dès les CCTP. Ce qui est intéressant du coup, sur cette petite repousse, justement, c'est que là, on voit vraiment la taille de la repousse. Hein. Ça fait maximum 2 phalanges et c'est quelque chose qu'on a retrouvé il y a 2 semaines sur le chantier. On voyait que ce petit rhizome avait commencé déjà à bouturer. Le deuxième sujet, du coup, c'est qu'en effet, on a des repousses sur le chantier, les petits fragments qui sont passés à travers les mailles, littéralement. Et on a quand même un risque de recolonisation de l'extérieur. Parce qu'en effet, on est sur les berges de l'Allier. Comment est-ce que ça avait été contaminé à la base? Sans doute un fragment qui a été charrié par la rivière. Comme disait Cécile au début, l'Allier, c'est une rivière qui méandre beaucoup, qui est vraiment très active. Et toutes les berges de l'Allier à plusieurs endroits peuvent être contaminées. Il suffit d'un fragment pour redéclencher une station. Et c'est pour ça qu'en fait, on peut finir cette présentation, avant de répondre à vos questions, par une petite ouverture. Est-ce qu'on doit parler d'éradication ou de gestion? Là, on a essayé de l'éradiquer, puisque dans tous les cas, les travaux de renaturation de la berge s'y prêtaient bien. Mais on voit qu'on a quand même une gestion à faire derrière, sur 3 ans. On voit qu'on fait des ramasses manuelles pour l'instant. Combien de temps ça va durer? Est-ce qu'au bout de 3 ans, quand on arrêtera le suivi des reprises, est-ce que elles vont revenir? Est-ce que c'est très efficace, on a très bien travaillé, et on s'en doute qu'on a très bien travaillé, mais est-ce qu'elle va quand même reprendre après ces 3 ans? Ou est-ce que la rivière va la charrier? Ou est-ce qu'on va avoir un camion qui va passer à côté et dans ses roues nous laisser un fragment? Voilà, question un peu plus ouverte. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous propose de sélectionner quelques questions. Comme ça, on restera bien dans le timing. Il y avait des premières questions, donc je les mélange un petit peu ensemble, hein, mais des questions qui abordaient la phase de sensibilisation. Est-ce que cette phase, elle a été demandée dans les CCTP? Et puis, est-ce que vous avez eu des retours du personnel sur cette phase de sensibilisation? Donc oui, la sensibilisation, elle est demandée dans le CCTP.
Après, des retours du personnel, nous, on a, chez EFAGE, on a des fiches de gestion adaptées et des fiches de présentation des espèces envahissantes, différents types en fonction des espèces et les méthodologies de gestion. Donc, notre personnel, il est déjà aguerri sur le sujet. Ils ont l'habitude d'être sensibilisés sur ces sujets-là. La renouée du Japon, bon, les terrassiers, déjà, on est les premiers à arriver. Donc, la renouée du Japon, ils ont quand même l'habitude de la retrouver régulièrement. Et ils commencent à vraiment la connaître et l'identifier seuls. Après, on était aussi accompagnés par le maître d'œuvre hein, qui faisait ses visites régulières. Donc, voilà. Au contact de tout le monde, le personnel a continué d'acquérir ses connaissances et ils sont plutôt contents de travailler dans ces types de travaux. Et dans ce cas particulier, comme on avait un maître d'ouvrage assez sensibilisé sur la problématique envahissante, vu que dans tous les cas, il avait intégré au marché, forcément, du coup, c'était demandé. Mais sur des chantiers où on a des découvertes un peu plus fortuites, on intègre systématiquement une sensibilisation sur l'espèce qui est rencontrée sur le chantier. Merci à tous les deux. J'enchaîne sur une question aussi qui portait sur les protocoles d'entrée-sortie de la parcelle avec zone de nettoyage d'engins, matériel, EPI, etc. Donc là, on était la parcelle, elle est notre emprise, notre plateforme, on va dire, pour les engins contaminés, elle était vraiment accolée à notre zone de chantier. Donc, le circuit se faisait toujours sur les mêmes accès. Et, pardon, excusez-moi. Et du coup, la plateforme, et comme je l'ai expliqué, on avait une plateforme étanche avec du géotextile. Et après, il y avait notre protocole de nettoyage des engins. Comme je vous l'ai expliqué, à la fin du chantier, on nettoie tous les engins. Après, toute la zone était colonisée. Donc, pour passer de notre berge à la plateforme, tant qu'on n'a pas eu fini de cribler, on a lavé les engins à la fin de l'opération. Voilà. Ok, merci. Johan, je vois que vous levez la main si vous voulez réagir à une question. Oui, je voulais juste réagir à l'ouverture évoquée par Stéphane sur est-ce qu'on parle d'éradication ou de gestion. Et en fait, cette ouverture, c'est rejoint ce sujet, cette ambition de développer une culture commune et donc un vocabulaire commun. Et en fait, une éradication, c'est quoi? Une éradication d'une espèce exotique envahissante, c'est l'élimination totale de tous les individus sans risque de recolonisation derrière. Donc, c'est un objectif hyper ambitieux. Il y a des éradications documentées à ce jour, alors, essentiellement en milieu insulaire, parce que ce sont des surfaces relativement réduites. Et une fois que l'opération d'extraction de l'espèce exotique envahissante de tous les individus est effectuée, il faut encore attendre plusieurs années avant de déclarer justement que l'espèce a été totalement éradiquée du site. Et donc, parce qu'on met en place des opérations, des mesures de biosécurité pour s'assurer justement que sur ce territoire, il n'y ait pas de nouvelles réinvasions. Donc, ça me semble, aujourd'hui, ça me semble très, très ambitieux de pouvoir parler d'éradication. L'avenir nous le dira. Mais c'est surtout dans l'optique de construire cette culture commune et ce vocabulaire commun où chaque objectif de gestion, est-ce qu'on parle d'éradication, est-ce qu'on parle de maîtrise, est-ce qu'on parle de cantonnement, est-ce qu'on parle d'autres choses, tout cela doit être ce vocabulaire doit être bien partagé et bien compris par chacun. Merci Johan. Mireille, je vois que… Oui, pour compléter il y a des questions aussi, combien de temps il faut suivre, etc., pour les renouées du Japon. Ce qui est clair au niveau vocabulaire, c'est qu'en fait, on élimine une plante sur un site, c'est tout. En fait, c'est l'objectif qui est visé. Donc, c'est vrai qu'il faudrait éviter ce mot éradication. C'est vraiment élimination de certaines plantes. Les renouées, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de dormance. Donc, en fait, si on est en période végétative, dès qu'il y aura de l'eau et de la chaleur, les plantes vont repousser. Donc, les suivis n'ont pas besoin de durer non plus, pas besoin de faire des suivis éternels pour savoir si on a
réussi l'opération. Ça va dépendre si le rhizome, par exemple, le fragment de rhizome a été enterré profondément, donc il faudra le temps qu'il sorte de là où il a été enterré. Mais généralement, 2 ans, c'est quand même suffisant pour les renouer, pour savoir si on a réussi l'opération, en fait, hein. 2 saisons végétatives.